Public Sénat et l'AMF, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux, présentent le Congrès des maires de France. Bonjour à tous, bienvenue au cœur du 101e congrès des maires de France. Journée événement sur Public Sénat, 10 heures d'antenne en continu pour vous faire vivre les temps forts de ce qui se passe ici, porte de Versailles, mais aussi de ce qui va se passer au Sénat. Dans quelques instants, nous suivrons ici au congrès des maires l'un des débats importants de ce congrès. Il concerne les finances locales. Puis à 11 heures, nous prendrons la direction du Sénat pour suivre le début du budget. Le Sénat qui commence l'examen du budget 2019. À 15h, les questions d'actualité au gouvernement. Et à 16h, nous serons de retour en direct ici pour suivre les discours de clôture de ce 101e congrès des maires de France avec les discours de François Baroin et du Premier ministre Édouard Philippe. Et puis derrière, toutes les réactions des maires de France et la réaction en exclusivité sur notre antenne de François Baroin, le président de l'Association des maires de France. Mais pour commencer cette journée, nous allons bien sûr parler de ce qui s'est passé hier soir à l'Élysée. Emmanuel Macron, le président de la République, recevait les maires, 2 heures d'échange avec eux. Et pour en parler sur ce plateau, Xavier Brivet, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de Maires de France. Vous êtes avec nous tout au long de ce congrès pour nous accompagner, nous apporter votre éclairage. Et un maire, Laurent Hénart. Bonjour. Bonjour. Laurent Hénart, vous êtes maire de Nancy, président du Parti radical. Première question avec vous, Laurent Hénart. Vous faites partie du bureau de cette association des maires de France. Vous étiez donc convié à l'Élysée à 17h30, puis à la réception. Est-ce que vous avez écouté le discours d'Emmanuel Macron après le bureau de l'AMF? Oui, j'ai écouté le discours. Il a d'ailleurs dit de manière peut-être évidemment plus longue, plus développée, les quelques points qu'il avait développés au moment du bureau. Alors que vous a-t-il dit au bureau? Comment ça s'est passé? Parce qu'on a envie de savoir. Alors, le président de l'AMF, François Baroin, a laissé parler en fait les membres du bureau. Je crois qu'il l'a dit. Il avait eu l'occasion plusieurs fois de rencontrer le Premier ministre, le président de la République. Il a dit ce qu'il avait à dire, je dirais, en tant que président de notre association. Et les maires ont exprimé évidemment des sentiments très mêlés. C'est-à-dire des sujets qui concernent vraiment la politique des collectivités locales. Je pense qu'on va y revenir. Le financement, des éléments de la loi Notré qui sont difficiles à mettre en œuvre avec le recul, des sujets sectoriels comme l'eau a été évoqué par beaucoup de mes collègues maires. Et puis il y avait aussi un ressentiment général qui a été évoqué. L'abandon des territoires ruraux, la difficulté de conduire des villes moyennes, le fait qu'il n'y ait pas une politique d'aménagement du territoire finalement adaptable à chaque réalité territoriale, qu'il n'y ait pas une politique globale aussi qui puisse prendre les projets et les lier entre eux, le logement, les mobilités, les sujets de politique sociale, d'emploi aidé. Donc il y avait, je dirais, beaucoup de choses sur la table et je comprends que pour le gouvernement, ce soit un peu compliqué à démêler tout ça. Mais le climat, dans quelle ambiance? C'était une ambiance de dialogue, une ambiance d'écoute? Je pense que des deux côtés... Il y a quand même eu des tensions. Non, il y a eu des tensions évidemment parce que des deux côtés, il y a des incompréhensions, je pense. Et il y avait par contre des deux côtés la volonté de dire bon, on tourne la page et on essaye de se mettre dans une logique constructive où on prend les problèmes qui sont là et où on essaye, avec bien sûr notamment le débat fiscal prévu pour début 19, on essaye de rentrer dans une démarche où on lève une à une les inconnus, si je puis dire, ou en tout cas on lève les facteurs de débat un à un, et puis on avance sur des politiques partagées. Je pense que c'est plus facile à faire sûrement d'ailleurs sur le sujet des compétences des finances. On voit bien les lignes sur lesquelles finalement on doit pouvoir trouver des accords, que sur le sentiment des maires qui est de dire on est un peu perdu comme partenaire de l'État dans une politique globale. Beaucoup de maires ont dit mais la République c'est vous Monsieur le Président, mais c'est aussi nous les maires. Et il y a donc cette idée qu'on la porte à deux finalement. Pouvoir local, initiative locale et puis l'État. Et c'est là-dessus que les maires ont traduit un sentiment de perte de repères. Et les tensions pendant le bureau, après on va revenir sur le discours, mais les tensions du coup sur quel point, de quelle manière, comment elles se sont manifestées? Le président, après chacun a son point de vue, mais pour ma part à juste titre, a fait valoir que qu'ils reçoivent les maires à l'Élysée pour leur parler ou qu'ils viennent faire un discours au Congrès, c'était plus un sujet de forme, qu'en tout cas il avait pris l'engagement chaque année à l'occasion du Congrès d'échanger, de rendre compte, d'écouter. Bon, il s'est engagé auprès de vous pendant le bureau à venir là l'année prochaine porte de Versailles, c'est ça? Oui, mais je redis que pour moi, ce qui est essentiel, c'est qu'au moment du Congrès, on ait des vrais temps d'échange, et pas seulement avec le président, mais qu'on ait un travail construit aussi avec les ministres qui nous concernent directement par leur portefeuille de compétences. Je crois qu'il y a un travail vraiment
profond à faire pour que les politiques de l'État soient des politiques partagées avec les collectivités locales. C'était un peu l'esprit qu'on a pu connaître quand on a eu des grands plans, comme le plan de cohésion sociale ou comme le Grenelle de l'environnement. Finalement, c'était des plans partagés. Il y avait l'État, il y avait des contrats avec les mairies et les collectivités locales. Il faut qu'on retrouve ça. Alors, Xavier Brivet, est-ce qu'on peut dire qu'après cette réunion du bureau, après ce temps d'échange hier entre Emmanuel Macron et les maires, le dialogue est renoué ? Oui, le dialogue est renoué. En tout cas, le chef de l'État s'est placé dans un esprit de coproduction avec les maires. Il leur a dit que la République décentralisée était essentielle. D'une part, il leur a dit qu'il fallait mieux les associer. Il leur a dit également qu'ils avaient un destin partagé et qu'ils devaient, lui comme eux, affronter la colère, les impatiences des administrés. Et il a déroulé quelques chantiers. Alors, M. Hénard mentionnait les finances. 3 choses. La compensation à l'euro près de la suppression de la taxe d'habitation, sans plus de détails sur le mécanisme ou le remplacement. La réforme de la dotation globale de fonctionnement, dont le chef de l'État a dit qu'il n'était pas à l'origine de la complexité, mais qu'il voulait bien étudier une réforme. Et puis plus généralement, au printemps 2019, un texte de loi de réforme globale de la fiscalité locale. Sur le chapitre institutionnel, il a redit qu'il était prêt à corriger la loi NOTRe, et notamment son volet intercommunal, qui pose problème aux maires, perdus parfois dans des ensembles trop grands et pas très bien associés à la gouvernance. Et puis enfin, plus généralement, il est ouvert à une coproduction des politiques publiques. Donc un message plutôt positif et constructif. On va revenir en détail sur tous ces points, mais avant cela, on va regarder ce qu'a dit Emmanuel Macron hier au maire et surtout, quelle a été leur réaction à l'Élysée. C'est un sujet de Fabien Recker. Ils étaient 2000 à avoir répondu à l'invitation du président, quelque peu froissés qu'Emmanuel Macron ne se rende pas lui-même au congrès des maires. Ils sont venus avec des attentes. Je viens parce que si je suis invité, donc je ne suis pas partisan de la chaise vide, et puis qu'on ait des messages clairs sur l'avenir des finances locales, notamment au niveau des municipalités. Des annonces claires qui ne viendront pas. Dans une salle des fêtes de l'Élysée archibondée, le président de la République, visiblement à l'aise, a préféré insister sur le dialogue entre l'État et les élus locaux, un dialogue qu'il dit vouloir restaurer. Je sais que moi, votre quotidien n'est pas facile. Celui du gouvernement ne l'est pas davantage, je vous rassure. Et je pense que face à ces défis, nous avons, même si ça ne vous console pas, face à ces défis, on a une responsabilité commune, c'est d'être ensemble. 30 minutes de discours, puis questions-réponses avec les élus, tandis que les premiers d'entre eux quittaient déjà la salle. Et franchement, tout de suite, on est un peu déçus parce que beaucoup de paroles, peu d'action. Emmanuel Macron a certes abordé des sujets sensibles, comme la loi NOTRe, mal vécue par les petites communes, l'accumulation des normes ou la réforme fiscale, mais certains maires semblent avoir le sentiment de ne pas parler le même langage que le chef de l'État. Nous, on est vraiment dans un monde en première ligne et je pense qu'il n'a pas assimilé ça parce qu'il n'a peut-être jamais été élu d'une commune, jamais été élu de proximité. Il y a un vrai ras-le-bol, on est à portée de claque de tout le monde, on est des punching balls républicains pour tout le monde, mais il y a un moment donné où nous aussi on a notre vie professionnelle et vous verrez qu'en 2020 il y aura moins de candidats qui vont se présenter. La discussion entre Emmanuel Macron et ses invités s'est poursuivie pendant encore près de 2 heures. Comme l'an dernier, le président de la République a assuré qu'il se rendrait au congrès des maires l'année prochaine. On vient de voir, Xavier, dans ce sujet de Fabien Recker, la réaction des maires à la sortie du discours. Est-ce que vous pensez que ce temps d'échange long, Emmanuel Macron a pris le temps, plus de 2 heures, pour répondre aux maires. Est-ce que vous pensez que ça peut calmer leur colère ? Calmer leur colère, je ne sais pas, mais de toute façon, les maires ne se contenteront pas du tout d'être en colère. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est ce que demande d'ailleurs l'Association des maires de France, une méthode de travail, des chantiers clairement identifiés et un calendrier. Et donc le premier semestre 2019, on peut penser qu'il va être assez chargé, parce que pour l'instant, ce sont des déclarations d'intention du chef de l'État. Mais il faut préciser chacun des chantiers, avancer, bien poser concrètement le nouveau cadre de ce dialogue que le chef de l'État veut faire évoluer. Il a bien compris que la Conférence nationale des territoires, finalement, avait échoué. Donc comment organiser ce dialogue avec les principales associations nationales d'élus ? Quelle priorité donner aux chantiers et quelle cohérence leur donner, car finalement il y a 3 grands chantiers, le chantier des finances locales, on l'a évoqué, le chantier institutionnel et puis l'avenir de la décentralisation. Et ce sont 3 chantiers qu'il faut mener de manière concomitante puisqu'ils sont liés. Et donc les maires, je pense, sont plutôt satisfaits de l'esprit constructif qui est annoncé, mais attendent maintenant une feuille de route très concrète.
Et puis au-delà des mesures, Emmanuel Macron devait aussi répondre au mal-être des maires. On a vu ce sondage du Cevipof qui disait qu'un maire sur deux envisageait de ne pas se représenter en 2020. Est-ce que sur cette question du mal-être, Emmanuel Macron a répondu ? Je pense que oui, au sens où il a montré qu'il était attaché au dialogue avec les maires. Je pense que c'était ça l'essentiel à passer, c'était de dire je compte pas conduire la politique de l'État, la transformation du pays, sans le pouvoir local et notamment sans les maires. Je crois que là, le message est passé. Après, je crois qu'on est d'accord sur l'analyse. Les maires vont pas seulement se payer de mots. Ils sont dans le quotidien, dans leur commune, leur intercommunalité. Ils attendent quand même de pouvoir retrouver de la visibilité. Visibilité budgétaire, financière, les moyens d'agir. Visibilité sur la participation notamment aux grandes politiques publiques avec des sujets qui sont mal engagés ou qui en tout cas nous posent problème à nous sur le terrain. Je pense à la politique du logement et notamment à la façon dont évoluent les moyens budgétaires des organismes HLM et tout le secteur du logement social. Des choix ont été faits. Pour l'instant, ils n'ont pas été réellement reconsidérés et beaucoup de maires ont appelé à rapidement réagir. Donc je pense que maintenant, il faut enchaîner effectivement les actes. Moi, je voudrais juste souligner un point sur le moral des maires, etc. Je pense que c'est global. On est quand même dans une société, et là tout le monde le subit, les agents de l'État comme les collectivités locales, où nos concitoyens, pour une part d'entre eux, sont à bout de souffle. Pour des raisons économiques, sociales, pour des raisons morales, civiques. Il y a de la colère, il y a de l'énervement, il y a de l'impatience quand c'est pas au-delà. Et évidemment que ça use les maires. Je dirais que la politique d'État soit là où on l'attend ou qu'elle ne le soit pas. Alors, sur l'une de vos inquiétudes, Xavier le disait, l'une de vos inquiétudes, c'est la suppression de la taxe d'habitation et la compensation. Emmanuel Macron, et dans sa lettre et dans son discours, a redit que cette taxe d'habitation serait compensée à l'euro près. Est-ce que ça vous rassure ? Oui et non. Enfin, le débat sur la taxe d'habitation, il est simple, il repose en 3 questions. Est-ce qu'il faut reprocher au président de tenir un de ses engagements de campagne ? Je dirais assurément non. Les maires sont les mieux placés pour savoir qu'il faut tenir parole quand on a pris parole devant les citoyens. Voilà. Moi, je ne suis pas favorable à cette suppression de taxe d'habitation. C'est à titre personnel. Le sujet a été tranché à l'élection présidentielle. Il est logique qu'ils tiennent parole. Après, quelles conséquences ça a pour la ville de Nancy, par exemple, sur votre budget ? Ça représente, comme pour tout le monde, ça représente, à mon avis, à peu près 40% de la recette fiscale. Mais tout le monde est dans cette situation-là, évidemment. Alors, vous avez des communes où il y a beaucoup de personnes qui sont exonérées d'impôts. J'ai un collègue maire, hier, on était au bureau quand le président nous recevait. Il me disait, j'ai 91% des habitants de ma commune qui ne payent pas la taxe d'habitation. Bon. Alors lui, effectivement, pour lui, l'impact est peut-être moindre que pour nous. Ça ne change pas grand-chose. Mais en même temps, ça révèle une situation sociale qui est extrêmement compliquée et je pense qu'il a beaucoup à faire. Deuxième question. Effectivement, la compensation à l'euro près, mais bon, c'est le dégrèvement en fait. Voilà. Mais ça ne peut être que transitoire, parce que la troisième question, c'est celle de l'autonomie financière et fiscale. Les maires sont attachés, notamment depuis la baisse de dotations, parce qu'Emmanuel Macron, il prend aussi pour le précédent président. Celui qui a baissé les dotations massivement, en ayant promis le contraire, c'est quand même François Hollande. Et à un moment donné, pour les maires, ça a appris quoi ? Ça a appris que les dotations n'étaient pas intangibles. Que l'idée que ces dotations qui compensaient soit des retraits de moyens, des suppressions de fiscalité locale dans les années 60 et 70, soit des transferts de compétences. Ça a appris que ces dotations, l'État pouvait finalement revenir sur sa parole et tailler dedans. Donc là, tous les maires veulent le remplacement d'un impôt par un autre impôt. Pour eux, l'autonomie financière de la commune, c'est de garder une ressource fiscale sur laquelle ils ont le moyen de peser. Et ça, c'est le vrai débat pour moi de la taxe d'habitation. C'est comment la taxe d'habitation peut être supprimée sans qu'on perde en autonomie fiscale et donc en indépendance financière. Alors, vous parliez, Laurent Hénard, des dotations, de cette dotation globale de fonctionnement, notamment. Emmanuel Macron a redit qu'elle serait stabilisée pour la première fois depuis longtemps. Et pourtant, François Baroin et l'AMF disent que 22 000 communes voient leur dotation baisser. Emmanuel Macron a donc annoncé qu'il était prêt à entamer une réforme de la dotation globale de fonctionnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste, Xavier, parce que c'est peut-être un petit peu technique? La dotation globale de fonctionnement, effectivement, sous le mandat précédent, elle avait baissé sévèrement. Elle avait entraîné, du coup, une chute de l'investissement local. Donc, cette année et l'an prochain, elle est stabilisée. Mais ces mécanismes complexes de calcul font qu'elle varie à la hausse ou à la baisse
pour chacune des communes, selon les évolutions démographiques, selon les recompositions intercommunales. Et puis il y a un tas de mécanismes complexes, y compris le financement de la péréquation, c'est-à-dire de la solidarité financière entre les communes. Et comme l'État n'abonde plus cette solidarité financière et que ça se fait en enveloppe fermée entre les communes. Donc il y a beaucoup de variations et donc stabilité ne veut pas dire une stabilité financière. Il y a des hausses et il y a des baisses. Donc le chef de l'État s'est engagé à ouvrir ce chantier. Sous le précédent quinquennat, la réforme avait été déjà entreprise, mais elle n'a pas été appliquée. Est-ce que l'esprit de cette réforme et ses équilibres vont être repris? On ne le sait pas au jour d'aujourd'hui. En tout cas, ce que les maires veulent, c'est effectivement des dotations stables, adaptées à leurs compétences et une véritable autonomie fiscale. Ils veulent d'ailleurs que ce soit inscrit dans la Constitution. La République décentralisée est inscrite dans la Constitution, mais l'autonomie financière, fiscale et la garantie ne le sont pas. Et l'Association des maires de France le demande. Laurent Hénart, cette réforme de la dotation globale de fonctionnement, vous l'attendiez, vous l'espérez? Oui, deux remarques rapides. La première, on évoquait la baisse de dotation. Je voudrais juste rappeler que pour 11,5 milliards de baisse de dotation, on a eu 18 milliards d'impôts locaux supplémentaires. Ça veut dire qu'en déstabilisant les finances locales, non seulement on arrête l'investissement, mais en plus on oblige beaucoup de maires et d'intercommunalités à prendre des mesures fiscales qui finalement sont plus pénalisantes que l'économie budgétaire qui est faite. Parenthèse fermée. Mais c'est pour dire que ce qui s'est passé avec François Hollande est lourd de conséquences. Sur la DGF, moi je pense qu'il ne faut pas inverser les priorités. Il ne faut pas se tromper de combat. On sait très bien comment ça va se passer, la réforme de la DGF, on l'a connue d'ailleurs avec le précédent président. C'est qu'entre maires, on ne va pas être d'accord. Voilà, parce que réformer la DGF à enveloppe inchangée, ça veut dire que pour donner à certains, il va falloir prendre à d'autres. Et là, ça va être une joyeuse foire d'empoigne. Voilà. Donc je pense que si on veut mener un combat utile, il ne faut pas se diviser. Donc la priorité des priorités, c'est en 2019 d'obtenir le remplacement de la taxe d'habitation par un autre impôt. Voilà. C'est de garantir que dans la Constitution, le bout d'article qui parle d'autonomie financière soit mieux écrit pour que derrière l'autonomie financière, il y ait bien aussi l'autonomie fiscale. Mais pour vous, il va falloir un autre impôt, c'est ça que vous nous dites? Oui, en tout cas, ou alors il faut que l'État répartisse autrement les impôts locaux qui restent et qu'il attribue une partie d'impôts aujourd'hui d'État aux collectivités locales. À l'échelle d'une région, même d'un département, ça peut se faire. Je rappelle qu'il y a déjà un bout de taxe sur les produits pétroliers, par exemple, qui est affecté aux régions. Ou la TVA qui est partagée, la TVA, tout à fait. Un point de TVA donné aux régions à la place de la dotation globale de fonctionnement. Donc on peut imaginer sur les grandes collectivités à vaste ressort, si je puis dire, à un vaste territoire, de déléguer de la fiscalité d'État. On peut même avoir, comme pour la TIPP, un bout de taux qui peut être arbitré par la collectivité. Vous attendez des annonces d'Édouard Philippe sur ce sujet cet après-midi? Édouard Philippe qui sera là à partir de 15h, il prononcera un discours. C'est bientôt Saint-Nicolas à Nancy, donc on espère tous les cadeaux du Père Noël en Lorraine. Oui. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Laurent Hénart, merci Xavier Brivet. On vous retrouve tout à l'heure. On va tout de suite prendre la direction de la salle plénière, cet auditorium ici au Congrès des maires de France où a lieu un débat sur les finances locales. Ça tombe bien et c'est Philippe Laurent, le maire de Sceaux, secrétaire général de l'Association des maires de France, qui ouvre le débat tout à l'heure. Chers amis, merci de votre présence matinale. Nous allons, avec Antoine, comme nous l'avions fait l'année dernière, vous présenter à deux voix l'état des lieux tel que nous le dressons de notre situation financière avec, comme l'a dit Jean Dumonteil, un titre, la libre administration étouffée. Vous avez remarqué qu'il y a un point d'interrogation, mais je ne suis pas certain que le point d'interrogation dure longtemps. Je voudrais remercier les membres de la Commission des finances, il y en a un certain nombre qui sont ici présents, que je vois dans la salle, et vous dire combien cette commission est mobilisée et travaille de manière efficace au service de notre association et donc de l'ensemble des communes de France. Remercier aussi le service des finances qui est dirigé par Nathalie Brodin. Je vais quand même citer les membres, parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Ça vaut le coup, Antoine. Oui. Alors, je le fais. Hassan Fall, Claire Gécas, Aurore Vigourou et Michel Feutren. Voilà une petite équipe qui travaille de manière acharnée, à la fois à analyser les propositions, à faire des propositions du gouvernement, à faire des propositions et à nous permettre de contribuer à bâtir notre discours. Alors, la libre administration étouffée, c'est donc le titre que nous avons choisi pour ce débat, tant les nouvelles mesures pour contraindre la gestion publique locale sont nombreuses. Suppression annoncée de la taxe d'habitation, encadrement des budgets, baisse des dotations pour un grand nombre de nos collectivités, maintien des plafonds des ressources des agences de l'eau, réduction des APL, suppression des contrats aidés, etc.
Et étouffer la libre administration des collectivités locales, mes chers collègues, ne réduira jamais le déficit de la dette de l'État. Sur tous ces sujets, nous proposons d'autres solutions et nous proposons donc d'organiser notre discussion sur ces trois titres. La libre administration étouffée par la réduction des ressources et l'encadrement des budgets. Les mesures imposées par l'État sont inefficaces. Voilà, et on enfin, salue André Léniel qui nous rejoint, Monsieur le Président du Comité des finances locales. Voilà. Antoine. Oui, alors je voudrais également vous saluer toutes et tous très chaleureusement et également remercier le service des finances pour son engagement sans faille tout au long de l'année. Saluer également les membres de la Commission qui se réunissent très régulièrement, la Commission Finances et Fiscalité locale. Le premier point que nous voulons évoquer, c'est l'encadrement de nos budgets par la raréfaction des ressources. Et donc, il y a bien sûr la suppression de la TH, on y reviendra, le fléchage des dotations d'investissement sur les priorités de l'État, et puis la DGF. Alors, vous avez vu ce discours qui est tenu sur la DGF qui serait stabilisée. D'abord, il faut rappeler que cette stabilisation affichée fige les pertes que les collectivités ont subies. Pour le seul bloc communal, ce sont plus de 5 milliards d'euros de pertes par an sur la DGF, dont le montant est donc globalement figé à 18 milliards, contre 23 milliards en 2013. C'est considérable. Encore faut-il préciser, et vous le savez bien, que les baisses individuelles se poursuivent, elles sont très nombreuses. Elles dépassent même, dans beaucoup de cas, les prélèvements qui avaient été antérieurement plafonnés. En 2018, quelques chiffres, ce sont 3609 communes à 85% rurales qui perdent plus de 1% de leurs recettes réelles de fonctionnement, alors qu'en 2017, la baisse des dotations était plafonnée à 0,93%. Ça, c'est le premier point. Il faut donc faire pièce à ce discours qui dit la DGF est maintenant stabilisée. Ce n'est pas vrai. Second point, la contribution du bloc communal au travers de ce qu'on appelle les mécanismes de variables d'ajustement. Derrière ce terme un petit peu barbare, on trouve des baisses de dotations qui affectent fortement nos territoires, ainsi de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle qui a été progressivement réduite, puis supprimée en 2018, comme souvent. Ces compensations d'anciens impôts locaux qui avaient été annoncés par l'État comme devant être pérennes ne sont pérennes que le temps de quelques discours. Mais je sais que ça affecte beaucoup de collectivités territoriales, notamment de petite taille, également la baisse qui continue des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, les FDPTP, qui étaient de 423 millions d'euros globalement en 2016. Et là, il n'y a plus que 284 millions d'euros. C'est une baisse de près du tiers. C'est donc tout à fait considérable. Philippe ? La taxe d'habitation. La taxe d'habitation, mes chers amis, c'est probablement le sujet crucial des années qui viennent. Un sujet de discussion et nous l'espérons de négociation avec le gouvernement, car vous le savez, la promesse du candidat devenu président à l'élection présidentielle était de supprimer progressivement cet impôt en 3 ans pour 80% des contribuables, sachant que déjà 40% des contribuables ne payaient pas la taxe d'habitation compte tenu de leur situation personnelle et financière. 80% des contribuables, ça a commencé en 2018 par un abattement de 30%, et il faut dire la vérité, cet abattement a été compensé puisqu'il s'agit d'un dégrèvement. Il a été compensé sur la base des taux de 2017. Il y aura l'année prochaine 35% d'abattement supplémentaire et en 2020, la totalité d'abattement pour 80% des contribuables. Mais le Conseil constitutionnel a publié et a pris une décision en début d'année sur la loi de finances pour 2018 qui en réalité s'interprète de manière très simple. Le Conseil constitutionnel dit la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables est conforme à condition que les 20% restants de contribuables, qui sont les plus gros contribuables, eh bien, voient aussi la disparition de cet impôt à terme. Et donc, par conséquent, et d'ailleurs, ça a été dit à peu près clairement par les plus hautes autorités de l'État, à partir probablement de 2021, la taxe d'habitation aura été supprimée totalement, au moins pour les résidences principales. Ça représente, mes chers amis, un enjeu global de l'ordre de 23 milliards d'euros
30% des impôts locaux du bloc communal. La question est très simple. Lorsque la taxe d'habitation aura été supprimée totalement sur les résidences principales, comment sera compensée cette absence extrêmement importante de recettes, sans laquelle nos collectivités, nos communes, nos intercommunalités ne pourront plus fonctionner? Là-dessus, les réponses peuvent être multiples. À l'heure actuelle, ce qui nous est proposé dans les discussions, dans les rapports, aucune de ces solutions n'est satisfaisante. Soit elle prive d'autres catégories de collectivités locales de ressources, par exemple les départements, soit elle substitue à un impôt pour lequel nous avons une capacité de décision, à la fois sur les abattements et sur le taux, elle substitue donc à un impôt qui contribue à l'autonomie fiscale de nos collectivités, une dotation d'État, dont on sait évidemment la grande fragilité, et Antoine vient de le rappeler. Et donc, par conséquent, et je le redirai tout à l'heure, mais notre association propose une solution simple, qui est un dégrèvement permanent sur l'ensemble des résidences principales. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mes chers amis, cette affaire de taxe d'habitation sera le signal du fait que le gouvernement et le président de la République croient ou pas à la décentralisation dans notre pays. Parce qu'il ne peut pas y avoir dans un pays comme le nôtre, et avec son organisation institutionnelle, de véritable décentralisation, de liberté communale préservée, s'il n'y a pas la préservation de l'autonomie fiscale. Il y a peu d'années, lorsqu'il y avait déjà des baisses de dotations DGF importantes, nous sommes beaucoup mobilisés pour obtenir une majoration des dotations d'investissement. Il y avait déjà la DETR, elle a été majorée, il y a eu la création de la DSIL. C'était une bonne nouvelle, mais aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est deux choses. D'abord que les demandes de subventions sont fléchées, pour l'essentiel, sur des priorités de l'État. Il n'y a pas là une confiance qui est donnée au territoire, ce ne sont pas des dotations d'investissement qui seraient finalement assez libres d'emploi sur nos priorités locales, mais de l'accessibilité, par exemple, à la rénovation thermique des bâtiments. C'est toujours l'État qui définit ses priorités. Ça, c'est un premier point. Il est tout à fait anormal que ce soit le pouvoir national qui décide de l'affectation de ces dotations. Le second sujet, c'est qu'il y a un problème d'exécution de crédit. Alors, j'ai pris quelques chiffres. Sur la DSIL, en 2017, les crédits de paiement ne représentent que 29% des autorisations d'engagement. Sur la DETR, c'est un peu mieux. Pour autant, les crédits de paiement ne représentent que 68% des autorisations d'engagement. Et j'allais dire, sans anticiper, quand on regarde le PLF 2019, on voit bien qu'il y a un affaissement considérable des moyens qui sont consacrés aux dotations d'investissement. Donc aujourd'hui, le sujet n'est plus seulement sur le fonctionnement, il est aussi sur l'investissement qui est rogné. Ça, c'est inquiétant pour le développement et l'équipement de nos territoires. Philippe ? Et puis, vous le savez, il y a depuis un certain nombre d'années un débat d'orientation budgétaire qui est tenu, comme nous l'avons dans nos collectivités, mais qui est tenu donc au Parlement. Ça se passe généralement juste avant l'été, au mois de juin, à la fin du mois de juin. Et ça nous donne l'occasion d'avoir des chiffres qui sont ceux, évidemment, du gouvernement, qui sont débattus au Parlement, et qui montrent quelle est la feuille de route que se fixe donc le gouvernement pour l'ensemble des finances publiques. Cette feuille de route étant d'ailleurs nécessaire parce qu'elle doit être fournie de manière régulière à la Commission européenne. Et qu'est-ce que nous constatons dans ces feuilles de route? C'est la grande divergence qui existe entre l'effort, non pas qui a été demandé, il y a aussi cette divergence-là, mais l'effort qui a été réalisé par l'État et par les collectivités territoriales sur les dépenses publiques. De 2014 à 2017, les dépenses de l'État ont continué, celui d'avant, s'il vous plaît. Voilà, les dépenses de l'État ont progressé de 7,7%. Les dépenses totales de nos collectivités ont progressé seulement de 1,8%, c'est-à-dire 4 fois moins. L'effort a été fait par nous. C'est nous qui sommes les agents publics vertueux. Ces chiffres sont vraiment issus des rapports du gouvernement. Donc,
On ne peut pas les contester. Et par ailleurs, lorsque on compare la situation de l'État et la situation des collectivités territoriales en matière de contribution au déficit, eh bien pour nous, ce n'est pas une contribution au déficit, c'est une contribution à l'excédent, puisque nos comptes sont en excédent en 2016 de 3 milliards d'euros et en 2017 de 800 millions d'euros. Et vous voyez quelle est la situation donc, de l'État en comparaison. Et donc vous voyez où sont les agents publics vertueux au regard du respect des critères de Maastricht, si tant est que ces critères soient d'ailleurs toujours opportuns, mais enfin, en tout cas, ils sont là. Et vous voyez donc où sont les agents publics vertueux, alors même qu'on leur demande de supporter les efforts supplémentaires. Et puis, depuis donc 2018, l'objectif de réduction des dépenses de nos collectivités qui a été fixé dans ces feuilles de route est totalement irréaliste. Voilà. Et lorsque on regarde donc cette feuille de route, là aussi, document officiel du gouvernement, on voit que ce qui est prévu, en fait ce qui est octroyé, c'est en réalité une demande de baisse à nouveau des dépenses des collectivités territoriales de 4 milliards d'euros entre 2018 et 2022, alors que l'État, lui, continue de s'accorder une hausse de ses dépenses de 16 milliards d'euros. Cet effort qui nous est demandé, après ceux que nous avons faits depuis un certain nombre d'années, sous la pression notamment de la baisse des dotations, eh bien cet effort qui nous est demandé va entraîner à nouveau un recul des investissements et probablement l'obligation pour un certain nombre d'entre nous de fermer des services publics au quotidien à notre population. Alors je crois que ces données sont tout à fait confondantes. C'est vrai que le déficit de l'État ainsi que sa dette sont tout à fait surdimensionnés au regard de sa surface financière. L'INSEE nous a annoncé que la dette publique a ainsi atteint 100% du PIB au deuxième trimestre 2017. Mais il faut savoir que là-dessus, le déficit de l'État, c'est 106%. C'est grâce aux administrations publiques locales, grâce à nous, mais également grâce aux organismes de sécurité sociale, que le déficit public est réduit, si je puis dire. Ces mesures sont en plus inadaptées. Vous le savez bien, la règle d'or s'applique aux collectivités locales. Nous ne pouvons emprunter que pour investir. Et donc, l'équilibre des finances publiques, ou l'amélioration du déficit, est liée à la rigueur de notre gestion. Non seulement nos dépenses de fonctionnement sont couvertes, autofinancées au-delà, mais nous dégageons, ça a été montré par Philippe, des excédents pour financer les investissements. Alors d'ailleurs, l'autofinancement, c'est la première source de financement de nos investissements. Alors l'objectif national est une réduction de la dette publique. Mais là aussi, il faut rappeler les chiffres qui sont édifiants. La dette du bloc communal, c'est 5,8% du PIB. Nous finançons 64% de l'investissement public civil. La capacité de désendettement du bloc communal est à moins de 6 ans. Nous avons donc des ratios de gestion qui sont tout à fait bons. Alors, les politiques restrictives des gouvernements successifs conduisent de plus à une baisse, on pourrait même parler d'effondrement de l'investissement. C'est moins 25% entre 2014 et 2016 au niveau des dépenses d'équipement du bloc communal. Nous avons alerté les pouvoirs publics sur le caractère récessif des politiques qui étaient menées. Nous n'avons pas été écoutés, le résultat est là. Il y a, c'est vrai, en 2017, un rebond qui est probablement lié au fait que l'effort demandé aux collectivités locales, vous vous en souvenez, avait été réduit de moitié pour le bloc local. Et ce rebond pourrait se poursuivre en 2018. Mais l'analyse financière qui vient d'être faite par notre association et par la Caisse des dépôts, qui a été présentée d'ailleurs ce mardi au Congrès, prévoit que globalement ce mandat, au niveau de l'investissement, ne sera pas à la hauteur des mandats précédents. En 2017, 12 milliards d'euros d'investissement n'ont pas été réalisés par rapport à la période précédente, donc 2008-2011, pour comparer des périodes homogènes. À 18 mois de la fin du mandat, il est certain que le rattrapage ne sera pas au rendez-vous. Sur l'investissement, donc, je le redis,
ce chiffre est quand même clair et considérable. Les dépenses d'équipement du bloc communal ont chuté de 25% entre 2014 et 2018. Et avec la suppression progressive de la TH, la réduction continue des autres dotations que j'ai évoquées et l'encadrement des dépenses, il est certain que les niveaux du mandat précédent ne sera pas atteint. J'allais dire cette idée aussi que la dépense n'est pas vertueuse par essence, alors que l'économie c'est un circuit, alors que la dépense d'investissement fait travailler les entreprises dans nos territoires, c'est une idée qu'il faut combattre. Ces mesures de restriction n'ont d'ailleurs pas eu d'effet sur la dette, qui a même globalement continué à grimper. Et même au niveau des administrations publiques locales, on peut se demander si cette baisse des dotations n'a pas exercé une certaine pression sur la dette publique locale. C'est donc une politique qui à la fois est contraire au principe de base d'une économie ouverte, et c'est une politique dont les effets sont clairement récessifs et négatifs. Et nous allons, Philippe, en venir aux propositions de l'AMF, car nous sommes là pour proposer. Proposition de l'AMF, 4 séries de propositions. Première série de propositions, revenir à la liberté de gestion et faire confiance à l'efficacité de la gestion locale. Ça veut dire, ce sont les principaux points, d'abord la suppression de l'encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales. Comme vous le savez, la loi de finances pour 2018 a instauré ce qu'on appelle les contrats, de manière totalement impropre, puisqu'en fait ces contrats consistent simplement à imposer aux 322 plus grandes collectivités locales de France une progression des dépenses de fonctionnement qui ne dépasse pas en moyenne 1,2%. Ce ne sont pas des contrats. Si nous devions contractualiser, nous en avons parlé d'ailleurs hier matin ici même, si nous devions contractualiser avec l'État, nous en sommes d'accord. Mais la contractualisation, elle doit d'abord se faire sur les politiques publiques. On se met d'accord sur ce que nous faisons ensemble et ensuite nous en tirons les conséquences financières et budgétaires. Là, ce n'est pas ce qui se passe. Là, ça a été une imposition de fait de cette progression limitée des dépenses. Outre le caractère léonin de ce contrat, il est inefficace. Pourquoi? Parce que dans nos collectivités, nous avons également des recettes qui dépendent précisément des dépenses. Lorsque vous créez un nouveau service, vous avez des recettes qui peuvent y être associées, de facturation, de services. Et donc, par conséquent, si vous ne prenez que la dépense brute et que vous ne tenez pas compte de la recette associée, eh bien, vous commettez une erreur d'analyse. Et malheureusement, nous n'avons pas réussi, ensemble, avec l'ensemble d'ailleurs des associations d'élus, à faire entendre raison sur ce point technique et de bon sens au gouvernement. Donc, nous demandons la suppression de cette démarche, de cette fausse démarche de contractualisation. Le deuxième point, c'est revenir également à la globalisation des dotations d'investissement et des versements. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance que nous voyons se développer depuis quelques années, et particulièrement ces dernières années, au fléchage des dotations d'investissement. Et cette tendance revient sur un grand principe qui a été acté pourtant depuis 1980, depuis l'instauration et la mise en place de la dotation globale de fonctionnement. Peut-être certains d'entre vous se souviennent qu'avant, il y avait toute une série de subventions qui étaient affectées politique par politique, ministère par ministère. La DGF a été une grande conquête dans l'autonomie de gestion de nos collectivités. Eh bien, cette conquête est peu à peu grignotée par le fléchage que fait l'État sur un certain nombre de politiques, de petites enveloppes de dotation d'investissement. Il faut donc faire ce que l'État veut que nous fassions pour avoir l'espoir de percevoir des financements. Nous ne devons pas continuer sur cette voie parce qu'elle est contraire à notre conception, là encore, de la libre administration des collectivités locales. Et puis, bien sûr, le renforcement de l'information des commissions, des élus sur tous les projets, notamment dans les discussions qui ont lieu autour du préfet sur la répartition de la DETR. Et puis, sur la fiscalité, un point extrêmement important sur lequel nous tenons et que nous devons réaffirmer, c'est la poursuite du processus de révision des valeurs locatives. Comme vous le savez, cette révision a été mise en œuvre pour les locaux commerciaux. Bien sûr, il peut y avoir ici ou là
quelques difficultés, mais enfin globalement, les choses se passent pas mal. Parce que nous avons travaillé d'ailleurs de manière efficace et constructive avec l'administration d'État pour faire en sorte que la transition entre le système ancien et le système nouveau se fasse de manière relativement douce, de manière progressive. Eh bien, nous souhaitons que, pour ce qui concerne les locaux d'habitation, même si c'est un peu plus difficile, 40 millions de locaux, et évidemment, ça touche directement la population, nous souhaitons évidemment que cette révision se poursuive. Parce que, d'abord, les valeurs locatives, ça ne concerne pas que la taxe d'habitation. Ça concerne le foncier bâti, ça concerne la CFE, ça concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et donc, par conséquent, demain, l'argument selon lequel la taxe d'habitation est injuste parce que les bases sont injustes pèsera de la même manière sur le foncier bâti, sur la TOM, etc. Et donc, demain, ce sera un argument supplémentaire pour supprimer aussi le dernier impôt qui nous reste, à savoir le foncier bâti. Et donc, il faut donc absolument poursuivre cette révision des valeurs locatives. Nous avons d'ores et déjà une expérimentation sur 5 départements. Nous avons vu quelles étaient les difficultés qui pouvaient se poser. Nous avons fait des propositions sur une évolution mesurée et maîtrisée des choses pour passer du système actuel au futur système, comme ça a été le cas sur les locaux commerciaux. Et donc, nous pensons que nous sommes tout à fait à même de lancer cette réforme qui nécessitera beaucoup d'efforts, y compris de la part de l'administration centrale. Mais je dois dire que les discussions que nous avons avec la Direction générale des finances publiques sont de ce point de vue positifs. Il faudra maintenant une décision politique, et je parle ici aux parlementaires, une décision politique pour que la mise en œuvre de cette révision puisse enfin être lancée. Et puis, enfin, le renforcement de l'autonomie de gestion et de l'autonomie fiscale, c'est un point évidemment très important, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Et ce que nous demandons, et ça fait partie des discussions et des demandes que nous formulerons, notamment dans notre résolution qui sera proposée donc tout à l'heure à notre Congrès, ce que nous demandons, c'est que dans la révision de la Constitution, eh bien, nous revoyions la définition notamment des ressources propres, qui fait référence à l'article 3 de la loi organique du 29 juillet 2004, qui elle-même fait référence à l'article 72 de la Constitution. Je ne rentre pas dans le débat technique maintenant, on pourra le faire tout à l'heure dans la discussion. C'est un point absolument essentiel. Pas d'autonomie fiscale, pas de liberté de gestion. Voilà, pour conclure cette présentation qui nous permet avec Philippe de lancer à la fois les interventions et le débat. Encore quelques propositions très concrètes. D'abord, soutenir les communes qui ont connu des baisses de dotation importantes en 2018, plus importantes qu'en 2017. Nous faisons une proposition très concrète, c'est qu'un fonds de lissage soit créé. Ce fonds de lissage, il peut être financé, par exemple, par le basculement dans l'enveloppe globale de la DGF des prélèvements sur 12e de fiscalité qui sont effectués par l'État sur les communes et EPCI au titre de la contribution au redressement des finances publiques. C'est 62,5 millions d'euros en 2018, donc le financement est là. Si même ça devait être un financement en interne, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas une solution. Il est tout à fait anormal, je le disais avant, qu'il y ait ce décalage entre le discours qui est tenu au plan politique sur le fait ça a changé, la DGF est stable et en fait toutes ces communes qui sont lourdement pénalisées. Il y a un deuxième sujet sur les dotations sur lequel il faut travailler, c'est le vieillissement des critères. On pense ici au potentiel financier qui a été rendu tout à fait obsolète par tout simplement la suppression de la taxe d'habitation, tous les mouvements erratiques que nous connaissons, et là aussi ça produit des contre-effets qu'il convient de corriger. Et enfin, un dernier point, c'est l'effort. L'effort qui est demandé à chacune des composantes de la dépense publique. Collectivité locale, la sécurité sociale, l'État. Il n'est pas proportionné. Si on veut effectivement agir sur la dette, il faut, et nous le redisons, et nous le demandons avec fermeté et obstination, j'allais dire, que l'objectif de dette en point de PIB soit corrélé à la part de chaque strate dans la dette globale. Et donc, nous sommes peu endettés, et donc il faut qu'on identifie dans les objectifs de réduction de la dette, encore une fois, une part qui est proportionnelle à la part des administrations publiques locales dans la dette globale. Vous le voyez, il y a toute une série de chantiers sur lesquels, évidemment, nous tenons bon, l'AMF, mais nous ne sommes pas seulement dans la protestation, nous ne sommes pas seulement dans l'inquiétude, nous sommes dans la proposition. Et donc ces propositions, elles sont extrêmement précises.
Elles sont classées en 4 grandes priorités et c'est, ça sera repris, Philippe l'a dit dans la résolution, un mandat de négociation que nous vous demanderons cet après-midi sur l'ensemble des sujets, et notamment sur les sujets financiers et fiscaux dont nous savons qu'ils sont au cœur de nos préoccupations. Voilà, je crois que maintenant place au débat. Merci de votre attention. Merci Philippe Laurent, merci Antoine Homé. Effectivement, nous avons maintenant tous les éléments de ce débat. Taxe d'habitation et son évolution, l'autonomie fiscale, les dotations, la capacité d'investissement et puis dans la perspective de la révision constitutionnelle, cette définition de l'autonomie financière et fiscale. Sans oublier bien sûr la révision des bases, vous avez dit qu'elle était nécessaire et puis bien évidemment aussi réfléchir à des notions comme celle du potentiel financier. Pour ouvrir la discussion, d'abord une réaction et un commentaire d'André Léniel en qualité de président du comité des finances locales. Peut-être d'ailleurs justement sur la façon dont fonctionne plutôt, dont il fonctionne dans ce contexte qui est celui d'une contrainte imposée et comment ça fonctionne ce comité selon ses membres, selon les différentes tailles de collectivités qui y siègent. Bon, en 2 mots, parce que tout le monde n'est pas forcément familier du comité des finances locales, même si on en entend parler souvent. Le comité des finances locales, je rappelle qu'il est élu par vous, mes chers collègues maires, mais aussi par les présidents de départements et les présidents de régions. Et ce sont plus de 20 000 maires qui ont voté, alors qu'il y avait une seule liste, celle qui avait été faite, j'allais dire en association et partenariat avec toutes les autres associations, mais qui avait été déposée par l'Association des maires de France. Avec une responsabilité très forte qui est de répartir aussi et de se mettre d'accord. Alors, répartir la DGF, ce fut vrai il y a un certain temps. Très honnêtement, aujourd'hui, il ne nous reste pas grand-chose à répartir. Donc il faut le dire, parce que parfois on fait porter sur le comité des finances locales la responsabilité, je ne sais quelle restriction ou autre. Non, nous répartissons ce qu'on nous donne à répartir, et ce n'est pas nous qui décidons, c'est le Parlement, à l'évidence, ce qui peut être réparti. Et ça, c'est devenu, passez-moi l'expression, une peau de chagrin. Et le mot chagrin doit être pris dans son amplitude pour beaucoup d'entre nous. Mais moi je voudrais ajouter à tout ce qui a été dit que le comité des finances locales, c'est un lieu de travail. Nous nous réunissons parfois à rythme important. Or, ce sont des élus qui ont bien entendu tous des charges très fortes et se réunir parfois tous les 15 jours pour travailler sur les grands sujets. J'évoquerai, je verrai quand ça vient dans le débat, la taxe d'habitation, puisque les seuls qui est proposé aujourd'hui et de manière unanime un projet en ce qui concerne la compensation dans la durée de la taxe d'habitation, voté à l'unanimité par le comité des finances locales, c'est nous. Et donc, si vous le souhaitez tout à l'heure... Bien sûr, on va en parler. Bien sûr. Je donnerai le détail et j'expliquerai pourquoi. Mais moi, je voudrais ajouter une donnée à tout ce qui a été dit en sortant du comité des finances locales. Le budget, je l'ai dit devant le comité des finances locales et devant les ministres qui étaient venus le présenter, le budget est un trompe-l'œil. Il est un trompe-l'œil parce que derrière des propositions macro-financières, c'est-à-dire donnant des chiffres à l'échelle de l'ensemble de la nation, il y a bien entendu ensuite un problème de répartition qui fait que sur l'année 2018, 21 600 communes ont vu leur dotation forfaitaire baisser. 21 600 communes sur 35 357. Que 16 000 d'entre elles, même quand sont intervenues les péréquations, ont vu baisser leurs ressources réelles. Et donc, quand on nous parle de stabilité, je suis désolé de dire que ce n'est pas ce qui est vécu dans chacune de nos collectivités, y compris aussi parce que sur la DGF, on vient retrancher toute une série de crédits qui sont affectés à des choses diverses et variées, mais qui ne reviennent pas dans nos collectivités. Je vais prendre un seul exemple dans le budget 2019. Il est symbolique. Il n'est pas très lourd, si j'ose dire, 50 millions, mais enfin quand même. Quand même. Mais
pour équilibrer, soi-disant, la DGF au même niveau que l'année dernière. Eh bien, on nous impute quelque chose qui aurait dû relever de la seule solidarité nationale, donc de l'État. C'est ce qui doit être donné, et très justement donné, à l'île de Saint-Martin, qui a été frappée par l'ouragan. Oui, la solidarité nationale doit, dans ces cas-là, jouer. Mais mes chers collègues, est-ce que c'est la solidarité nationale ou la solidarité de chacune de nos communes? Et d'ailleurs, beaucoup de nos communes ont fait des dons à Saint-Martin, spontanément, librement. Notre association a fait cette démarche. Mais quand il s'agit de solidarité nationale et que c'est pris sur la dotation des communes, alors je dis que ce n'est pas sérieux, que c'est, bien entendu, du maquillage de la dotation globale de fonctionnement. Mais je vais bien au-delà. Il ne faut pas s'en tenir au seul budget des collectivités locales. Moi, j'introduis une nouvelle donnée. Et je souhaiterais, et c'est en cela que nous voulons une loi spécifique pour les collectivités et pour les territoires. Je voudrais qu'on prenne en compte l'ensemble des crédits qui sont alloués aux territoires. Nous avons fait le travail pour 2018. Savez-vous de combien ont baissé les crédits alloués aux territoires? 3 milliards 600 millions. Alors là-dedans, il y a les ponctions de près de 500 millions, par exemple, sur les agences de bassin. Mais mes chers collègues, quand votre agence de bassin vient vous expliquer qu'elle ne peut plus donner les mêmes taux de subvention, ou même qu'elle ne peut plus vous en donner parce qu'on lui a ponctionné près de 500 millions, c'est bien nos territoires, c'est bien nos communes, c'est bien nos intercommunalités qui sont touchées. Quand on nous supprime les emplois aidés, 1,5 milliard, c'est bien nos collectivités, les associations de nos collectivités. Et les associations se retournent vers qui? Vers les communes, les intercommunalités. Je pourrais ainsi énoncer, et j'ai d'ailleurs fait une fiche, et à un moment je la rendrai publique dans son intégralité, mais il y a beaucoup de lignes. C'est plus qu'une fiche, c'est une addition. Hein. C'est une addition sur une fiche. Mais 3 milliards 600 millions pour 2018. Ça veut dire qu'on va retrouver les mêmes 3 milliards 600 millions sur 2019. Ça fait déjà 7 milliards 200 millions en 2 ans de perte de ressources à destination de nos territoires. Et à cela s'ajoute, j'en ai déjà identifié 2 milliards, mais le débat de la loi de finances est en cours, donc je ferai l'addition finale à la fin du débat sur le budget de la France pour 2019. Mais si nous prenons les 7,2 milliards qui, eux, sont malheureusement certains, plus les 2 milliards qui d'ores et déjà apparaissent dans la loi de finances, nous sommes sur 2 ans à moins 9,2 milliards de crédits à destination de nos territoires. Je suis prêt au débat contradictoire avec le ministre des Comptes publics quand il le veut, ligne à ligne, budget par budget. Parce qu'il faut qu'on arrête de nous enfumer, il faut qu'on arrête de nous faire prendre des vessies pour des lanternes et de faire croire que nos territoires seraient abondamment pourvus et qu'ils pourraient répondre à toutes les attentes de nos concitoyens. Ça n'est pas vrai. Alors, la fiche d'André Léniel, l'addition qui va venir, la discussion aujourd'hui du budget pour 2019. Et Christophe Gertier, vous êtes aujourd'hui député, membre de la délégation aux collectivités territoriales. Et vous avez été aussi le rapporteur d'une mission flash sur l'autonomie des collectivités territoriales. Vous partagez les mêmes chiffres qu'André Léniel, vous en faites la même lecture et les chiffres aussi et les tendances qui nous ont été présentées par Antoine Homé et Philippe Laurent. Bonjour à tous, merci de votre invitation pour ce débat-là qui me semble être la base du fonctionnement futur des collectivités territoriales, au-delà de la confiance que tout le monde évoque ou de la défiance que certains ont évoquée l'année dernière. Premier point, ce qu'il faut dire, c'est quand avec Charles de Courson, nous avons décidé de travailler sur l'autonomie financière, l'autonomie fiscale et les ressources propres, c'était justement de clarifier ce qui correspondait à la réalité et ce qui ne correspondait pas à la réalité. Ce que nous nous sommes aperçus, c'est la difficulté qu'ont les services à travailler en micro et ne travaillent qu'en macro. André Léniel vient d'évoquer la macro aussi dans son débat, puisque moins 9,4 milliards, c'est aussi de la macroéconomie. On est aujourd'hui sur une difficulté, c'est-à-dire que en volume, tout le monde l'a dit, je ne vais pas y revenir, ce n'est pas l'objet du débat, la DGF a été stabilisée. Par contre, en tant que rapporteur aussi des collectivités territoriales au niveau du budget, on s'aperçoit que dans la micro, c'est-à-dire dans chaque collectivité, on a une baisse ou une hausse
par des critères divers et variés, dont mes deux amis, collaborateurs avec qui nous travaillons, ont pu dire que les critères peut-être collaborateurs et au sens propre du terme et amical. Exactement. Il est important de dire que tous les critères aujourd'hui sont peut-être défaillants. Et je pense que la dotation globale de fonctionnement, ou même peut-être les autres éléments de la dotation, nécessitent, on le dit, il ne faut pas de grand soir, mais nécessitent un petit balayage ou un petit nettoyage. Et ça, c'est important. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Après, sur le rapport de l'autonomie, nous avons évoqué le fait de 2 points. C'est-à-dire qu'on a la définition des ressources propres, ça a été dit, et la problématique de la fiscalité et de l'autonomie fiscale. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, l'autonomie financière a progressé, alors que l'autonomie fiscale a régressé. Et on peut être autonome financièrement avec l'autonomie fiscale, 0. Et c'est ce qu'on a voulu démontrer quand même dans ce rapport-là, parce qu'en fait, il faut bien comprendre la différence. Et aujourd'hui, dans la Constitution, on parle d'autonomie financière. Et donc, c'était le premier point qu'il fallait qu'on évoque. Le deuxième, c'était les ressources propres. Les ressources propres ont une définition peu connue, et donc nous, on voulait mettre en face de la définition la réalité. Et nous nous sommes aperçus que les ressources propres, on pouvait englober quasiment tout ce qu'on voulait. Donc, on a proposé, et on propose toujours, et notamment pour le bloc communal, qu'on ait une définition de l'autonomie fiscale. Et là, c'est le débat que nous avons parlementaire, AMF, parlementaire entre nous, avec le gouvernement, parce que c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui a été évoqué, et c'était la base. Et enfin, un troisième élément qu'on a évoqué, et c'est pour aller dans la modération par rapport à ce que dit André Léniel, c'est que d'ailleurs nous en avons débattu avant l'arrêt de la loi de constitution, nous avons ouvert le débat du fameux projet de loi de finances des collectivités territoriales. C'est quelque chose de récurrent, et pour la, je pense, première fois, lors du débat de la Constitution, le jeudi matin, on a mis sur la table cet élément-là. Et là, on a vu une réaction, parce que tout le monde est conscient que sur les collectivités territoriales, au Parlement, nous n'avons pas un débat complet. Nous avons un débat par mission ou par morceau, par politique publique. Et cet élément-là est un élément qui nous a permis de l'écrire très clairement dans le rapport. Alors au-delà de ça, sur les chiffres, on ne va pas faire de contre-débat parce que ce n'est pas le lieu. On sait ce qui s'est passé, l'objectif c'est le futur. Moi, je travaille pour le futur, c'est pour ça aussi que je suis là, c'est pour ça que nous aimons aussi travailler avec ça. Alors, je vais faire un petit préambule. Vous êtes tous maires ou élus locaux, je suis parlementaire. Moi, je souhaite que vous, les maires, vous invitiez vos députés, je ne vais pas dire les sénateurs parce que je ne voudrais pas me faire fâcher par les sénateurs, vos députés à venir voir comment travaille une collectivité. Non pas pour couper les rubans, mais vous leur montrer, appelez-les, je vous en conjure, appelez-les, faites-les venir, faites-leur passer une journée avec votre service technique ou votre service administratif. Montrez-leur ce que c'est une collectivité, à quoi ça sert, comment ça fonctionne et avec quels moyens. C'est ma seule demande de la journée, mais je pense qu'il faut que vous le fassiez. Nous, on a fait la même chose et on insistera pour que les parlementaires viennent vous voir. Parce qu'il n'y a que comme ça, que les parlementaires nouveaux qui ne sont pas un double mandat pourront comprendre l'utilité et le fonctionnement du bloc communal, puisqu'on est sur le bloc communal. Enfin, sur les chiffres, moi je vais le dire très clairement, aujourd'hui, pour la première fois, on a fait un PLF et on a réussi à faire des simulations. Et ça a été une avancée énorme. Parce qu'en fait, on a pu débattre, et c'est difficile de débattre avec des chiffres, parce qu'on a toujours des perdants et des gagnants. On l'a fait sur la dotation d'interco. Pour la première fois, on a réussi à simuler plusieurs fois avec des variables sur les critères. Et c'est la première fois que j'avais les chiffres, et je pense, mes collègues, comme le dit Charles de Courson ou Gilles Carrez, nous avions pu, avec la difficulté que ça apporte, avoir une vraie concrétisation de ce que nous allions voter. Et la dotation globale de fonctionnement a ce problème. C'est-à-dire l'année dernière, quand on a voté le PLF, on savait qu'il y avait des évolutions sur l'intercommunalité. On savait que les CIF aussi allaient bouger. Et en fait, on était, et je vais être très honnête avec vous, incapables de vous fournir les éléments. Et l'administration, je pense, avait aussi du mal à vous la fournir, parce que les évolutions avec l'ensemble des critères est tellement forte sur cette dotation qu'il est très difficile de vous donner à vous l'élément qui va vous permettre de faire votre budget de façon très précise, à part la note que vous allez recevoir au mois de mars ou au mois d'avril. Parce que techniquement, on s'aperçoit que la dotation est dans une difficulté intellectuelle, si vous me permettez le terme, de fonctionnement. Et je reprends le mot fonctionnement parce qu'en fait, une dotation de fonctionnement qui ne fonctionne pas, c'est assez compliqué. Et j'en conclurai ainsi, on aura beaucoup de débats. Je pense qu'il faut, au-delà de ce que je vous ai dit, que l'exécutif, le législatif, les associations et les maires, puisqu'on travaille quand même avec les associations, puissent faire ce que vous faites, des résolutions en apportant des éléments, le CFL pareil,
que nous, les parlementaires, on est des collaborateurs, et je reprends le mot bien évidemment de l'exécutif, mais aussi on est des moments de contre-pouvoir. C'est pour ça qu'il faut que vous ameniez vos parlementaires à expliquer, vous amenez vos parlementaires sur vos communes pour expliquer ce que vous faites et comment vous le faites, avec quels moyens. Et je conclus, avant de passer la parole à mes collègues, c'est qu'il faut voir une dernière chose sur la dotation, les dotations. On a une évolution, et ça a été un choix depuis des années, sur la péréquation. Et donc, si vous faites de la péréquation, le forfaitaire baisse. Et c'est cet élément-là qu'il faut qu'on détermine l'avenir. Est-ce qu'on a une dotation forfaitaire forte ou est-ce qu'on a une péréquation forte? Ça le fait sur les dotations et ça le fait sur un autre fonds, c'est le fonds de péréquation intercommunale qui fait un gros débat à l'Assemblée, qui fait un gros débat chez vous. Et je pense qu'une fois, et on en parlera, on aura évoqué la refonte de la fiscalité, on a ces deux éléments à travailler. Et nous pousserons, personnellement, mais aussi d'autres collègues, pour que ces éléments-là arrivent derrière la refonte de la fiscalité, parce que ça sera le deuxième sujet en 2019. Voilà, je ne vais pas Merci Philippe Laurent, vous souhaitiez intervenir. Oui, simplement, oui, je crois qu'on peut applaudir Christophe, parce que, chers amis, moi je veux vraiment remercier Christophe Géretti d'être présent parmi nous ce matin. Il appartient à la majorité parlementaire. Nous avons demandé, et le président de Rugy, qui était président à l'époque de l'Assemblée, l'a accepté, et ça a été fait, la création d'une délégation à la décentralisation à l'Assemblée nationale, comme il en existe une, vous le savez, au Sénat. Le président de la délégation, Jean-René Cazeneuve, était parmi nous hier matin. Et moi, je suis heureux de saluer en Christophe, vice-président de la délégation, mais aussi en d'autres collègues parlementaires, des députés qui sont sensibles, ouverts aux préoccupations des collectivités territoriales. Sans doute, le fait que Christophe ait été maire, y est-il pour quelque chose? Certainement. Mais en tout cas, nous avons, n'en doutez pas, au Parlement, y compris dans la majorité parlementaire, un certain nombre d'interlocuteurs qui sont à la fois constructifs, qui comprennent parfaitement nos préoccupations et qui ont une démarche analogue à la nôtre, notamment dans cette demande, ce souhait, j'allais dire cette exigence de l'autonomie fiscale. Et le rapport qui a été évoqué en témoigne. Donc je voulais simplement remercier Christophe d'être là ce matin. Merci donc de cette intervention. Christian Billac, maire de Perret, mais aussi président des maires de l'Hérault. Localement, quand vous en parlez avec vos collègues dans votre département, comment tout cela est vécu, et notamment par les petites communes? Alors cet appel de Christophe Géretti à dialoguer avec les députés, comment vous l'entendez d'abord? Vous allez l'inviter à l'Assemblée Générale des maires de l'Hérault? Bonjour tout d'abord à tous les collègues. Avec un peu la voix du Sud qui vient à ce congrès des maires, après la voix de l'Alsace qu'on a eue avec Antoine. C'est ça la richesse de l'AMF, c'est cette diversité des territoires. Non, mais moi globalement, je voudrais revenir sur la taxe d'habitation surtout, parce que c'est vraiment un sujet qui préoccupe les maires. Je ne vais pas revenir sur toutes les difficultés qui ont été très bien énoncées dans la présentation par Antoine Homé et Philippe Laurent. Non, je vais vous faire une confidence. Moi, hier soir, j'étais un peu fatigué et j'ai décidé d'aller me détendre pour aller voir une pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre, elle avait un titre merveilleux, c'était « Deux mensonges et une vérité ». On y est en plein. On y est en plein. Donc la vérité, c'est que la taxe d'habitation est un impôt injuste. On ne peut pas le nier. Les deux mensonges, ou tout au moins des mensonges par omission, c'est que c'est le même mode de calcul qui permet de déterminer la taxe sur le foncier bâti, et c'est le même mode de calcul qui permet de déterminer le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc s'il y en a une injuste, comment considérer que les deux autres peuvent être justes? Donc mensonge, je dirais, par omission. Et je rappelle que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, c'est pour les EPCI, puisque ce sont les intercos, dans la quasi-totalité des cas, qui gèrent cette taxe, et d'un montant supérieur au montant de la taxe d'habitation pour les EPCI, je précise. Donc c'est pas rien la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc moi je dirais que on est dans une situation où il faut revenir en bloc sur les finances locales. Parce que les finances locales, vous savez, moi ça me fait penser à la statue de Toutankhamon. Il y a tellement de sparadraps et de bandelettes qu'on ne voit plus le corps. Et on n'y comprend plus rien. Et donc,
Et donc, il faut arrêter de rajouter des sparadraps, de rajouter des bandelettes, parce que ça devient de plus en plus complexe. Et même ceux qui sont à la tribune, même moi je l'avoue, mais eux ils l'avoueront peut-être pas, mais moi je l'avoue. Même en étant au fait, on est incapable de calculer quoi que ce soit. Même les ordinateurs n'y arrivent pas. Il va falloir l'intelligence artificielle, qu'elle arrive vite, parce que plus personne n'est capable de calculer quoi que ce soit. Alors je rappelle quand même que notre fiscalité locale, ce sont les 4 vieilles, et qu'elle ne date pas du siècle dernier, qu'elle date du 19e siècle. On travaille avec une fiscalité du 19e siècle. Et cette fiscalité du 19e siècle, elle était, on doit le reconnaître, très judicieuse. Pourquoi? Parce que, pour faire simple, mais grosso modo, on avait quoi? On avait la France, comme aujourd'hui, divisée en 3 zones, le monde paysan, même si aujourd'hui c'est plus le monde rural que le monde paysan, le monde industriel et le monde résidentiel. Et on avait une fiscalité qui allait très bien, parce que le monde rural avait peu de besoins, mais il y avait beaucoup d'agriculture, et le foncier non bâti permettait à ce monde rural de vivre et de répondre aux besoins de sa population. On avait des villes résidentielles, des territoires résidentiels, et là, la taxe d'habitation et le foncier bâti permettaient de vivre correctement. Et puis on avait la classe ouvrière, des bassins miniers, des bassins métallurgiques, des bassins textiles. Et là, avec des populations très défavorisées, des populations ouvrières, et là, on avait la taxe économique qui tombait et qui permettait aux communes qui géraient des populations très pauvres d'apporter des services sociaux au niveau de ces populations grâce à l'impôt économique. Alors le 21e siècle, qu'est-ce qu'il faut faire au 21e siècle? Et aujourd'hui, il faut tirer un constat d'abord. Il faut tirer un constat que le monde rural du 21e siècle, il n'est pas celui du 19e, ni même celui du 20e. Et que les populations de la ruralité, elles demandent des services. C'est fini la grand-mère qui gardait les enfants. Les grand-mères, elles travaillent. Et il faut mettre en place des services. Et tous les maires le savent. Il faut mettre des garderies, il faut mettre des cantines, il faut mettre des crèches. Que ne demandait pas le monde rural il y a quelques années. Et puis, il faut voir qu'aujourd'hui, le monde économique, c'est plus le charbon, c'est plus la métallurgie, c'est plus le textile. Et il n'y a plus d'unité, et c'est au contraire, je dirais, les quartiers les plus favorisés qui accueillent le plus l'impôt économique. Donc on a quelque chose qui est complètement parti en morceaux au fil des ans. Alors, on a mis des exonérations, des compensations, des dotations, des péréquations, etc. Mais aujourd'hui, on n'y comprend plus rien, parce qu'on vit sur des schémas qui sont totalement dépassés. Alors, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir à mettre tout ça en place. La taxe d'habitation ne doit pas être remplacée. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut quand même une fiscalité qui soit empreinte de liberté pour les élus, c'est-à-dire qu'on choisisse la fiscalité. Une fiscalité qui maintienne le lien social et sociétal. Parce que ça, c'est le droit de l'homme, c'est la déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire que c'est l'élu qui va devant sa population et qui dit « Mes chers administrés, nous avons besoin de construire un groupe scolaire. Ça va entraîner de votre part une participation. Et l'impôt, il est accepté quand il est juste. Et quand il est encaissé pour une juste cause. Et ça, c'est le lien social. Le lien social, c'est quand il y a... Vous savez, il y avait un ministre, il appelait ça les sauvageons, qui font des dégradations ici ou là, c'est de dire aux parents, vous allez payer par l'impôt. Si on supprime le lien fiscal, on supprime le lien sociétal. Et donc, il faut trouver quelque chose qui garantisse ce lien entre les élus et la population et qui laisse la liberté aux communes de fixer le ton, de fixer le taux, de fixer l'assiette, de fixer le montant. Et puis surtout, il faut quelque chose de simple, parce qu'aujourd'hui, on est dans, je vous le répète, dans une telle complexité qu'à force de rajouter des sparadraps et des bandelettes, on a quelque chose où plus personne ne comprend plus rien. Alors, on va enlever les bandelettes de la momie fiscale. Marie-France Beaufils, alors vous êtes maire de Saint-Pierre-des-Corps en Indre-et-Loire avec une situation sociale forte demande, une commune qui n'est pas riche aujourd'hui, fortement résidentielle, mais une population et des habitants majoritairement en logement social. Comment on répond à cette demande et surtout, comment on peut faire évoluer les ressources? Par quoi on commence? La situation est complexe parce que on est aussi une ville dont la moitié du territoire est en activité économique.
Donc on n'est pas tout à fait dans la situation que vient de représenter notre collègue qui, en effet, dans le monde rural, n'a pas cet apport du secteur économique dans ce domaine. Ce que je voudrais dire par contre, et ce que je partage avec lui, c'est que la perte de la taxe d'habitation, c'est la perte de la relation des habitants avec leur vie locale. Quelle est la proportion d'habitants de Saint-Pierre-des-Corps qui payent la taxe d'habitation? Alors, on a, nous, par rapport au national, une baisse, enfin une part beaucoup plus faible de gens qui participent au budget. Et avec la baisse qui a lieu là des 30%, on va être à 80% de la population qui ne paiera plus de taxe d'habitation. Donc c'est énorme. C'est énorme et je crois que ça nous pose un vrai problème, mais qui est un problème général par rapport à l'impôt. Je crois que la tonalité qui a été donnée avec cette suppression de la taxe d'habitation envisagée à terme laisse supposer qu'on peut apporter du service public et de la solidarité dans nos villes, dans nos campagnes, sans avoir de recettes venant de l'impôt. Et je pense que cette perte de valeur du rôle de l'impôt dans notre société est un vrai souci, mais je dirais que c'est le même quand on multiplie les crédits d'impôt pour mener des politiques publiques. Moi, je suis catastrophée de voir l'ampleur prise par les réductions d'impôts accordées au fil du temps. Et je pourrais prendre un crédit que j'ai beaucoup travaillé quand j'étais parlementaire, le crédit d'impôt compétitivité emploi, 20 milliards laissés à disposition des entreprises sans véritable création d'emplois derrière, hormis 100 à 120 000 emplois qui ont été donnés par France Stratégie dans la dernière période. Donc je crois qu'à un moment, quand on demande aux collectivités de faire autant de réductions de leur action, et qu'on n'a pas de vérification de la valeur des allègements d'impôts qui ont été décidés, vous voyez, par rapport aux chiffres que l'on a vus tout à l'heure, l'effort qu'on nous demande, on aurait pu le traiter complètement différemment si on avait fait d'autres choix. Donc pour en revenir à ma commune, aujourd'hui, nous, on se trouve dans cette situation où pour pouvoir continuer à apporter des services ou à maintenir plutôt nos services, parce que ce n'est pas en apporter des nouveaux, c'est bien les maintenir, on est obligé de réduire fortement notre investissement. C'est contre-productif. L'investissement, c'est le maintien de la qualité de notre patrimoine. Or, le maintien de la qualité de notre patrimoine, c'est bien souvent réduire nos consommations énergétiques. Et je vous ai déjà entendu dire que ça ne devait pas être la variable d'ajustement, justement. Exactement, et réduire notre coût énergétique, c'est quelque part participer à toute la réflexion de la transition écologique dont on nous parle beaucoup. Donc si on ne nous laisse pas les moyens de pouvoir continuer à investir, on va aussi réduire les capacités du développement de notre territoire, des créations d'emplois, mais aussi de notre participation quelque part au redressement des finances nationales, puisque les entreprises qui vont travailler, elles vont alimenter le budget national par l'impôt sur les sociétés. Donc, vous voyez, moi je trouve qu'on ne peut pas raisonner simplement au niveau de notre commune. Je pense qu'il faut qu'on le raisonne globalement si on veut voir comment ce que l'on enlève à nos communes impacte le budget national et comment la réduction des moyens aux communes, c'est un affaiblissement de la capacité nationale de répondre aux défis de notre société. Et on l'a vu notamment sur les tableaux qui étaient présentés sur l'investissement, puis ces investissements, comme vous nous le dites, qui correspondent à une transition énergétique, transition environnementale. Autre territoire, autre réalité. Avec vous, Marie-Claude Jarraud, vous êtes maire de Montceau-les-Mines, 20 000 habitants, dans une communauté urbaine, et avec là aussi des défis qu'il faut relever dans ce cadre contraint. Bonjour à tous. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que pour la résolution de cet après-midi, notre engagement de maire de tous les instants fait que nous méritons bien, et nous avons ce droit à évoquer à l'autonomie fiscale. Nous méritons cette autonomie fiscale. Alors, des défis à relever,
je retiens ce que vient de dire le député. Oui, je crois qu'il faut qu'on invite, nos députés qui n'ont qu'un seul mandat et qu'on leur explique un peu comment fonctionne un budget communal, quelles sont nos contraintes, quelles sont nos exigences et qu'ils nous aident et qu'ils rapportent au plus haut niveau de l'État toutes ces problématiques que nous avons. Alors, moi, j'ai des défis à relever. Je fais partie des communes qui n'ont pas vu leurs ressources diminuer. Tout simplement parce que, certes, ma DGF a diminué, mais elle a été rattrapée, elle a été compensée, si je peux m'exprimer ainsi, par un apport de DSU. Alors, c'est vrai, nous en parlions en aparté il y a quelques minutes avec le député, c'est vrai qu'il nous faut peut-être réfléchir sur les problématiques de péréquation et sur les articulations entre les dotations DSU ou DGF. Cela crée quelquefois des mécontentements, cela crée des incompréhensions. Donc, il faut mettre à plat et expliquer à nos concitoyens aussi, et ça c'est un enjeu majeur, ça me paraît être un enjeu majeur pour les années à venir, expliquer à nos concitoyens à quoi sert l'impôt. À quoi sert l'impôt ? Tu l'as dit tout à l'heure, il faut que lorsqu'on a un investissement, lorsque l'on investit dans une école, dans une cantine, il faut que l'on mette en place une communication très pédagogique pour dire à nos concitoyens, l'argent ne vient pas de nulle part, l'argent il vient de votre impôt et il sert à cela. On a peut-être fait un peu de démagogie en laissant croire que l'argent il venait de nulle part et qu'on pouvait continuer à assurer un service public. Donc, charge à nous les maires, charge à nous les maires. Et comme vous parlez de service public, expliquez qu'il y a l'investissement de départ et puis après les coûts de fonctionnement qui vont... Oui. Alors, tout à l'heure, il a été dit par mes collègues que il y avait d'abord les investissements par rapport aux priorités de l'État. Je suis d'accord, mais on a aussi cette latitude, si on construit nos projets correctement, de pouvoir investir, je dirais, en dehors des priorités de l'État. Les priorités de l'État, le développement durable, l'accessibilité. On a la possibilité, je crois, mes chers collègues, de pouvoir investir en dehors de ces priorités de l'État. Mais ce qui compte et qui est déterminant par rapport à cette relation à l'impôt qu'ont nos concitoyens, qui est très épidermique, il nous faut faire de la pédagogie, expliquer ce à quoi sert l'impôt. Il sert à mettre en place un service au public. Quand on construit une école, quand on rénove une cantine, quand on restructure un territoire industriel, quand on s'occupe de friches industrielles, quand on rénove un bâtiment, quand on reconstruit des logements, il faut dire à nos concitoyens d'où vient l'argent et à quoi il sert. Alors on a vu en même temps que c'était pas toujours lisible, même quand on explique, parce que c'est complexe. On va passer le micro à votre voisin, à Olivier Carré, qui est le maire d'Orléans, président d'Orléans Métropole. Et puis ensuite, on ouvrira le débat avec vous. Vous connaissez le principe des points micro. C'est l'occasion pour vous. Vous avez vu les propositions de l'AMF préparées par sa commission des finances. Eh bien, vous pouvez réagir, vous pouvez aussi témoigner des difficultés que vous rencontrez au quotidien dans la gestion locale et réagir, bien sûr, à ce que vous avez entendu depuis le début de notre débat. Olivier Carré, alors, métropole d'Orléans, c'est métropole qui serait plus à l'aise, c'est le discours qu'on entend, mais aussi l'intégration et le projet que vous portez sur votre territoire avec vous... cette contractualisation, puisqu'il y a ces 322 plus grands territoires, collectivités territoriales, qui ont été concernés par cette contractualisation avec l'État sur les dépenses de fonctionnement. Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. La contractualisation, c'est 1,2%. Nous, l'évolution des dépenses de fonctionnement, elles sont inférieures depuis des années.
C'est aussi une des raisons pour lesquelles les taux d'imposition sont stables depuis maintenant 22 ans. Et dans le budget qu'on va présenter pour 2019, ça fera une 23e année où les taux de fiscalité n'ont absolument pas bougé sur la collectivité. Ce qui veut dire qu'on essaye de répondre à différents défis de gestion, à des demandes toujours pressantes d'une population qui, à l'intérieur de la métropole, et notamment dans la ville-centre, est la deuxième plus basse de toutes les rues urbaines. Donc on a l'impression que les métropoles, c'est beaucoup de gens riches et beaucoup de gens pauvres tout autour. La majorité, les quartiers les plus difficiles sur le plan de l'INSEE sont d'ailleurs pas dans des quartiers, ils sont dans le centre-ville et c'est là qu'il y a le plus de personnes à très bas revenus. Donc il faut aussi avoir cette réalité sociale qui fait d'ailleurs l'honneur des élus qui m'ont précédé, qu'on suit, etc. C'est justement de veiller aux équilibres sociaux et de faire en sorte que on ait un certain nombre de projets innovants qui tirent les territoires et puis de l'autre côté qui doivent laisser le moins de monde possible sur le carreau pour être tout à fait clair. Moi je voudrais revenir juste sur deux choses. L'autonomie financière, c'est aussi lié quand même à l'autonomie de gestion. Et dans les paramètres de gestion, il n'y a pas que les recettes, il y a aussi des dépenses. Et moi, je reste convaincu qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin sur la question de nos communes employeurs. Et il y a un vrai sujet sur la fonction publique territoriale. Moi, j'aimerais avoir plus de main libre pour aller plus loin dans les discussions avec mes organisations syndicales, les représentants syndicaux de mes 3500 agents à la ville et à la métropole. Et alors là, ça tombe bien parce que Philippe Laurent étant président à la fois de la commission des finances mais aussi du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, il s'occupe de toutes les ressources, qu'elles soient financières ou humaines. Voilà, mais il connaît mon point de vue sur le sujet, il faut aller encore plus loin et avec des contrats locaux, avoir des discussions qui sont plus en prise avec la réalité de l'emploi sur chacun de nos territoires parce qu'on a tous des diversités de situations. Donc là-dessus, c'est un point quand même important, c'est à peu près entre la moitié et les 2/3 des budgets des collectivités. Donc c'est quand même un élément très important. Et puis c'est aussi des agents, c'est par là que l'action publique passe. Donc les relations de travail sont essentielles. Il y a ces éléments-là. L'autonomie fiscale, deux petites choses. D'abord, rappeler quand même qu'un électeur à une élection locale et notamment municipale, un candidat, on peut être candidat si on paye son impôt sur la localité. Il y a historiquement le lien entre l'impôt et les représentants, on est des mandataires, il est consubstantiel de la démocratie représentative. Ça a été vrai il y a longtemps en Grande-Bretagne, dans le Royaume-Uni, c'est descendu et c'est un des socles du fonctionnement de la démocratie représentative. Nous les citoyens, on paye l'impôt, on va déléguer des citoyens pour qu'ils vérifient et qu'ils emploient notre impôt à bon escient au regard de ce qu'on souhaite qu'ils en fassent. Voilà, utile rappel, parce que c'est vraiment l'esprit effectivement de cette démocratie locale. Voilà. Je me permets de démocratie en général. Et donc je me permets de le rappeler parce que ça veut dire qu'à partir du moment où on supprime un impôt, on supprime un lien fort entre l'élu, le mandataire, la nature même du mandat qui est confié. Ça veut dire que dans les débats qu'il va y avoir, il va y avoir de plus en plus de débats sur la gratuité des services. Il va y avoir de plus en plus de débats sur ce qu'ont déjà amené mes collègues, sur le toujours plus. Il va y avoir des débats qui vont commencer à laisser place à des discours qui sont moins responsables que ceux que, ici, on a pu tous tenir au moment des élections de 2014. Merci de me le rappeler, les choses vont vite. Et peut-être pas en 2020, mais en 2026, il est sûr que toutes ces questions-là vont revenir. Et la question entre le tarif, entre l'impôt, qui auparavant amenait des débats. Est-ce qu'il faut que ce soit la solidarité, c'est-à-dire l'impôt, qui paye tel ou tel service? Et où est-ce que c'est le tarif, c'est-à-dire l'usager? On a tous plein de fonctions sur lesquelles les deux sont mixtes. Quand on fait des QF, c'est la solidarité qui prend le pas sur le tarif, mais il y a toute une série d'actions que l'on tarife parce que, appréciant un juste prix, nos usagers sont en responsabilité et savent qu'ils vont le payer. De plus en plus, on va distendre dès lors qu'on n'a plus ce lien entre l'impôt. Et dans des villes relativement importantes, si je connais les statistiques, plus les villes, plus les ensembles sont importants et plus le nombre de locataires est important, et au fur et à mesure que l'on descend,
dans la taille des collectivités, on a plus de propriétaires occupants. Le propriétaire occupant, lui, alors il aura un peu moins d'impôts à payer, la taxe d'habitation, mais il va toujours avoir cette relation à travers la taxe foncière. Je ne reviens pas sur les problèmes des bases qui ont été évoqués, qui sont très justes, mais moi je n'ai pas compris que le chantier était interrompu, j'ai même compris qu'il allait s'accélérer sur les révisions et c'est une très bonne chose. L'autre sujet, c'est pour les villes. Au fur et à mesure qu'on monte dans les strates, on a de plus en plus de locataires. Nous, Orléans Centre, enfin la ville d'Orléans, c'est 75% à peu près, 70% de locataires. Donc ça veut dire que 70% de personnes paieront la TOM, ça a été rappelé, mais pour le reste, et encore elle aurait refacturé, mais pour le reste, ils ne paieront plus d'impôts. Et donc c'est des usagers qui, vis-à-vis du maire, considéreront que les services qui sont proposés par la commune, finalement, sont presque des dus, alors qu'en fait, on doit construire la ville ensemble. Et je crois même qu'aujourd'hui, en écoutant nos concitoyens, ils sont de plus en plus partants pour de la co-construction avec les élus, pas par défiance vis-à-vis des élus, mais parce qu'ils veulent participer à la construction de la ville. C'est aussi une des grandes tendances sociétales, en tout cas, nous, on la vit sur nos territoires. Eh bien, il y a ce paradoxe entre le fait d'avoir une implication citoyenne plus forte et puis quelque part une forme de déresponsabilisation. Et ça, à un moment donné, ça peut porter le germe d'un vrai malentendu ou d'un vrai hiatus sur la conduite des affaires publiques dans nos communes. Ce n'est pas quelque chose que l'on va voir tout de suite. Hein. Je comprends tous les débats qui doivent être plus prosaïques et plus immédiats, mais c'est quelque chose, c'est une tendance longue qui, pour moi, mérite d'être abordée. Voilà, et bien d'avoir en tête cet enjeu démocratique, enjeu social avec ce lien fiscal, ce lien social. Marie-Claude Géraud, vous souhaitiez ajouter une chose par rapport à ce que vient de dire mon collègue, à l'heure où les démagogies outrancières se montrent et s'exacerbent, si tant est que outrancière et exacerbe, c'est un peu un pléonasme, il faut absolument créer le lien entre la ressource et la dépense et expliquer à nos concitoyens à quoi sert la ressource, de qui vient la ressource et à quoi sert la dépense. On ne peut pas, nous sommes des personnes responsables, les maires, on ne peut pas faire du tout gratuit. Le tout gratuit ne participe pas à la solidarité. Donc il faut mettre en place une pédagogie de la ressource et de la dépense. C'est déterminant pour les années à venir. Philippe Laurent, alors avant de donner la parole à vos collègues, là vous étiez interpellé sur la ressource humaine, la fonction publique territoriale. Je suis pas sûr que c'était moi qui étais vraiment interpellé totalement, mais Olivier Carré a parfaitement raison. Moi je me réjouis de ce qu'il a dit parce que nous sommes un certain nombre à penser que d'une manière générale, nous n'assumons pas suffisamment notre responsabilité d'employeur, dans tous les sens du terme. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité mettre en place avec l'ensemble des associations d'élus. Donc ce qu'on a appelé la coordination des employeurs territoriaux, j'ai eu l'occasion d'en dire un mot lors du rapport d'activité que j'ai présenté mardi, avec le CNFPT, avec la Fédération des centres de gestion, pour que nous puissions donc ensemble avoir des positions coordonnées et communes sur la question d'une part de l'évolution du statut de la fonction publique territoriale. Ce statut évolue d'ailleurs en permanence. Et il va continuer d'évoluer avec le projet de loi qui est en cours de discussion, d'élaboration, qui sera présenté au Parlement en début de 2019, projet de loi de réforme de la fonction publique. Parce que dans ce projet de loi de réforme, vous savez, la fonction publique d'État, elle est en moins bonne situation que la fonction publique territoriale. Hein, nous avons une fonction publique territoriale qui est d'une certaine manière plus souple et plus à même de permettre une gestion des ressources humaines. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poursuivre dans cette adaptation. Et donc, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est de permettre aussi aux employeurs territoriaux, ensemble, de pouvoir mener des négociations à l'échelle nationale, en plus des négociations qui sont menées à l'échelle locale dans les comités techniques et dans les CAP, hein, mais notamment dans les comités techniques, eh bien de pouvoir mener des négociations à l'échelle nationale sur un certain nombre de sujets qui ne sont pas des sujets statutaires, mais qui relèvent de la gestion des ressources humaines. Comme je l'ai dit, par exemple, la protection sociale complémentaire sont des grands enjeux pour nos agents. Il ne s'agit pas de dire on va faire en sorte que la dépense diminue forcément. Non, il s'agit d'avoir quelque chose qui fonctionne mieux pour nos collectivités, pour le service public et pour les agents eux-mêmes. Et c'est possible. Et je pense que si nous nous en occupons tous, nous savons le faire.
Nous savons le faire et nous saurons le faire beaucoup mieux que ça ne se fait dans d'autres administrations. Et donc, il s'agit de pouvoir mener des négociations à l'échelle nationale entre les employeurs territoriaux et les organisations syndicales. Et je veux vous dire simplement, parce que ça ne se sait pas, c'est que la plupart des organisations syndicales sont prêtes à ce dialogue direct avec les employeurs territoriaux. Alors, on va aller de ce côté-là de l'auditorium. C'est à vous, monsieur. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Joël Ballandreau, donc je suis maire d'une commune de 7200 habitants environ, bientôt 9000 par le biais d'une restructuration, enfin d'un mariage à 3, et président d'une intercommunalité de 28 000 habitants en Mayenne. J'avais 3 petits points à relever. Globalement, les remarques sur l'autonomie financière qui est un sujet et les réponses faites par l'AMF me vont bien. Ce que j'aurais aimé, c'est une vision un peu plus dynamique et positive, même si ce n'est pas le cœur de cible du débat d'aujourd'hui, que de dire qu'une grande partie de cette autonomie fiscale et financière, pour le coup, l'État nous en enlève, c'est clair, et que aide-toi, le ciel t'aidera, il faut peut-être dire un mot à chaque fois aux maires que nous sommes et aux présidents d'intercommunalité que cette autonomie, il faut aussi qu'on aille la chercher entre nous, les moyens de l'autonomie. Parce qu'on ne peut pas parler, et pour le coup, je vais être très sévère avec l'État sur ce qu'il peut faire en ce moment, mais quand même, nos propres responsabilités, les maires et les présidents d'interco dont je suis ne font pas tout bien, et à un moment donné, il faut qu'on se parle plus sur nos territoires pour acquérir en interne de l'autonomie. Donc une vision positive. Entre nous, il concerne le bloc communal à l'intérieur des intercos. Voilà, communal interco. Voilà. La relation travailler sur interco. ça et que l'AMF soit porteuse de messages positifs dans ces réorganisations-là, un peu plus que de messages, et aussi, et avec les messages défensifs qu'on est en train de faire là. Pour le député qui nous dit qu'il faut inviter nos députés de Circo à voir, moi ça m'a outré. Outré, je suis vétérinaire libéral, j'ai pas attendu qu'un agriculteur m'invite à visiter sa ferme pour faire la différence entre un veau charolais et un veau rouge des prés. C'est un constat d'incompétence, moi, qui me choque. Effectivement, il y a moins de cumul et peut-être tant mieux, avec des biais, mais nous dire à nous d'inviter notre député pour lui raconter ce que c'est qu'un budget communal, enfin, les bras m'en tombent, hein, ça fait mal, ça veut dire quoi? Ils savent pas. Et ils vont délibérer de quoi? De 20 milliards? Enfin, on laissera Christophe Gérétier vous répondre. Oui. Alors, je sais qu'il avait une vision positive et qu'il a été maire, mais nous allons quitter cet auditorium du Congrès des maires de France. Et ce débat sur les finances locales, nous continuerons à le suivre à partir de 13h. Puis nous aurons également un débat sur ce sujet en plateau. Et nous recevrons Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Mais je vous le disais, journée événement sur Public Sénat. Nous allons continuer à parler budget. On retrouve tout de suite Tam Tranui. Bonjour Tam, on prend la direction du Sénat puisque dans quelques instants va commencer au Sénat l'examen du projet de loi de finances 2019, le budget. Et oui, merci beaucoup Oriane. Effectivement, on va continuer à parler de fiscalité